ata Mongala, ata Mokongo. Ozali kaka na monoko moko, ozali se na maboko mibale, ozali kaka na makolo mibale, bamema koko na yo na boumbu, na masuwa ya mai ya Mungwa. Cela fait un bon moment que nous avons démarré du tunnel de la borne kilométrique 133. Vous vous souvenez peut-être, nous avons dit que nous marquerons une halte au tunnel percé sous le mont Bamba afin que je vous donne des informations y relatives. Voilà, nous voici devant le tunnel. Voilà le tunnel et plus haut, on peut voir la chaîne du Mbamba. Et pourquoi cette variante du tunnel, alors que nous savons que dans l'avant-projet présenté par les Batignolles en 1913, cet avant-projet qui avait été approuvé par le comité des travaux publics, il était question de faire sortir la voie du Mayombe en passant par le col de Tiétié. Bien, il faut savoir que c'est en 1922 que le marché relatif à la construction du chemin de fer avait été attribué aux Batignolles. Et dans le document qui avait été signé, il a été précisé que les Batignolles poursuivaient les études dans le but d'améliorer le tracé, notamment, très certainement, en le raccourcissant. En 1923, exactement, le 1er janvier, les Batignolles avaient débuté les travaux de construction de la voie et pendant ce temps, les études se poursuivaient. En 1924, les ingénieurs des Batignolles avaient terminé les études et les ont présentées au gouvernement général qui les avait approuvées. Dans le nouveau document, il n'était plus question de faire passer la voie par le col de Tiétié pour la sortir du Mayombe. Il était question de braver le mont Bamba, ce qu'ils ont appelé le barrage. Eh bien, il est là. Il fallait donc passer par le mont Bamba, mais sous un tunnel. Et en le faisant, il raccourcirait la voie de 20 km, réalisant ainsi des économies de 24 millions. 24 millions représentent aujourd'hui des milliards, bien sûr. Il y a eu un premier départ de Mvouti. Ils ont emmené le tracé jusqu'à la côte 410, là, pas très loin d'ici. Et ils se sont rendus compte qu'en en perçant le tunnel par la côte 410, eh bien, il serait long de 1 km 740. Alors, on a poursuivi les études et il y a eu un deuxième départ de Mvouti et on a emmené la voie jusqu'ici, à la côte 428. En le faisant, eh bien, le tunnel serait long de 1 km 700, en gros, enfin 1 km 694. Et un tunnel qui coûterait 8 millions. 8 millions en 1961 représentait déjà 400 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, on raisonnerait milliards, bien sûr. Voilà ce qu'il y avait à dire. Et nous allons tout de suite pénétrer dans le tunnel afin que je vous donne les informations relatives à sa construction. Voilà. Voilà ce qu'on peut lire là. Devant l'entrée, côté Pointe-Noire, tunnel du Mbamba, 1929-1934, gouverneur général Antonetti, SCB, Société de construction des Batignolles. Le gouverneur général Antonetti est le représentant de l'AF, de la colonie. Et la SCB, c'est l'entreprise adjudicataire des travaux de la section côtière. Dans le tunnel. Et nous nous sommes arrêtés là, au 980e mètre. C'est ici que nous avons décidé de vous donner quelques informations concernant ce tunnel.
Pourquoi avions-nous choisi le point 980? La presse de l'époque note qu'à cet endroit, je crois 986e mètre, 983e mètre, il y a eu un éboulement qui a coûté la vie à 5 travailleurs noirs, avec plusieurs blessés. Et c'est très certainement pour nous une certaine façon de nous incliner devant la mémoire de nos aïeux qui sont morts ici ensevelis et qui nous ont légué ce chemin de fer. Il faut savoir que les travaux de ce tunnel ont débuté au mois de mars 1929 alors que la voie était du côté du kilomètre 91. De toute façon, on n'avait pas besoin que la voie soit juste à côté du tunnel pour débuter le tunnel, puisque le tracé était déjà là. Même les viaducs que nous voyons, il y a des viaducs qui ont été construits alors que la voie était encore loin derrière. Voilà, c'est ainsi que ce tunnel a été construit. Et 8 mois plus tard, au mois de novembre 1929, le gouverneur général Antonetti, en inspection, s'est arrêté ici et s'est assuré de l'avancement des travaux. Il s'est rendu compte qu'on n'était qu'au 200e mètre et en petite galerie. Il faut dire que ce tunnel a été construit selon la méthode belge. Il y a d'abord une petite galerie, disons galerie de base ou galerie de fête, et cette galerie est augmentée. On augmente le diamètre selon le diamètre désiré. Très certainement pour des questions de sécurité, par exemple ici, eh bien, la hauteur est de 5 mètres et la largeur est aussi de 5 mètres. Le gouverneur général n'était pas très heureux parce qu'il a pensé que les travaux n'avançaient pas normalement et il a piqué une crise de colère. Il a pris Michel Romano à côté et lui a demandé d'étudier une autre variante, très certainement trouver un endroit où l'on passerait un tunnel moins long ou encore un col où l'on ferait sortir la voie. Michel Romano a travaillé avec quelques ingénieurs, notamment M. Nicolo, un très grand ingénieur, et finalement les études n'ont pas été concluantes et les ingénieurs des Batignolles ont continué avec ce tunnel. Voilà, avant de poursuivre l'histoire ou l'historique de ce tunnel, eh bien, je tenais à vous montrer ceci. Il y a une rivière qui coule dans cette galerie. Eh bien, les eaux qui ont été un véritable obstacle au début pour la construction de ce tunnel avaient été maîtrisées. Voilà. Ici, il y a un mur pour empêcher que l'eau aille du côté de la voie. Et l'eau entre là et rejoint une canalisation. Et cette canalisation, on la voit de part et d'autre du tunnel. Je vais vous la montrer. Voilà une véritable rivière. De l'eau qui vient des rochers, hein, qui sort des rochers. Voilà, il y a une véritable rivière ici. Voilà, l'eau, il y a une rivière ici, on voit qu'il y a un gros trou là, un gros trou et l'eau sort de là. Et tout au fond aussi, on peut voir, tout au fond, il y a un autre trou, une autre rivière souterraine qui sort par là. Là, c'est deux rivières souterraines. Hein. Là-bas, il y a une, ici il y a une, mais alors des grandes rivières. Hein. Vous arrivez à faire un très grand débit. Hein. Un très grand débit. Voilà. C'est ce que je tenais à vous faire voir et nous allons poursuivre avec l'historique de ce tunnel.
Cette eau que vous voyez couler dans cette canalisation sort des rochers. C'est des véritables rivières qui sortent de ces rochers et cette eau est canalisée. Des deux côtés, on trouve la canalisation semblable. Voilà. Et la grande difficulté dans cette galerie, dans ce tunnel, c'était la nature variable de la roche. Vous avez eu une succession de rocs, disons grès, rocs friables comme le calcaire ou l'argile, grès, rocs friables. Ici par exemple, nous sommes dans une zone de rocs friables. Voilà pourquoi le béton avait été appliqué ici. C'était ça la grande difficulté de ce tunnel. Beaucoup d'éboulements dus aux rocs friables. Et un an après le passage du gouverneur général Antonetti ici, eh bien, on avait creusé de 36 mètres. On était au 236e mètre et en petite galerie. Et pourquoi cela? C'est à cause des éboulements. Il y a eu beaucoup d'éboulements. Et une porte des eaux avait crevé. Et il rentrait ici, dans le tunnel, de l'eau avec un débit de 850 litres à la seconde. Et il fallait évacuer cette eau-là. Et après cette eau, il y a eu une boue innommable, pour reprendre les termes de Michel Romano, une boue innommable qui sortait pendant des mois. Et les travailleurs s'attelaient à sortir cette boue pendant des mois. Et il faut aussi préciser que tout cela se faisait avec des outils rudimentaires. Même creuser la roche, nous verrons plus là-bas, plus loin, on verra comment la roche a été taillée, mais c'était au début avec des outils rudimentaires comme la baramine, la pelle, la pioche. Et oui, et cela a poussé même M. Albert Londres, un journaliste reporter, de dire « J'ai vu construire des tunnels et sur les chantiers, j'ai vu du matériel et des équipements. Au Mayombe, je n'ai vu que du nègre. À la place du camion, c'était du nègre. À la place de la grue, c'était du nègre. À la place de la machine, c'était du nègre. Et très certainement, à la place de l'explosif aussi, ce serait du nègre. Voilà, tout était fait à la main. Et il y avait une chose ici, un phénomène que personne n'a compris, c'est que, en dehors de ces éboulements, donc des parois qui tombaient, la terre se relevait. Vous voyez, la terre se relevait du bas et allait jusqu'en haut, au fait de la galerie, et boucher, ce faisant, toute la galerie. Et on n'a jamais compris ce phénomène. Eh bien, ça s'est passé ici au Mayombe. Voilà donc les difficultés qui ont causé ce retard. Et en 1931, il faut préciser que l'autre côté, le versant du côté de Brazzaville, a été entamé. Le creusement a commencé de ce côté aussi en 1931. Et au cours de cette année, c'est évident que les deux côtés de la montagne étaient ouverts. Voilà, nous allons aller par là. Je vais vous montrer. Ici, nous avons, disons, du béton. À cet endroit, c'est sûrement qu'il y a des roches friables ici. Et nous, de l'autre côté, je vais vous montrer les roches. Notamment du grès. Comment le grès avait été taillé avec des outils rudimentaires. On va du côté de la sortie. Nous avons vu dehors les agents d'entretien, très sûrement qu'à l'intérieur du tunnel, il faut aussi un entretien. Et ça va leur coûter des millions, des milliards même. Parce que cette eau détruit la solidité de l'œuvre, assurément. Voilà une véritable goutte. Il y a un bouton de tuyau qui a sauté, et voilà le résultat, voilà. L'eau tombe sur les traverses et sur les rails
et ce qui favorise l'oxydation, bien sûr. Voilà, et vous avez toutes les traverses qui doivent être changées. Hein. Voilà, une grande soutane. Voilà, par exemple ici commence du grès. On peut voir ici il y a une niche. Voilà, c'est du grès qui a été taillé ici, bien taillé. Une niche très certainement pour se protéger des trains. Et on peut voir ici des stalactites hein, ou stalagmites. Voilà, c'est des formations qu'on trouve généralement dans des grottes. Mais ici, on peut dire que c'est une grotte ici. Par exemple, parce que c'est du roc, c'est du grès là. Regardez, toutes ces formations, des stalagmites. C'est cette eau qui coule à travers le grès, et très certainement que dans du grès, il y a aussi du calcaire, et ce calcaire vient avec l'eau. Voilà, des formations assez curieuses. Ce sont des stalactites, des stalagmites. Regardez ce travail titanesque réalisé par nos aïeux avec leur patron français. Regardez, et il faut vous préciser que à cette époque où ce tunnel se construisait, et même à l'inauguration, c'était le tunnel le plus long d'Afrique. Hein. Ce tunnel était le tunnel le plus long d'Afrique. 1700 mètres, autour de 1700 mètres, 1694. Voilà, regardez, partout du grès. Contemplez ce travail titanesque de nos aïeux. Regardez. La baramine, il fallait la cogner. Hein? Ah oui, il fallait la cogner. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore capables de faire ce travail avec nos mains? Cela m'étonne. Nous sommes dans le tunnel et voilà, il y a un train qui passe. Voilà. Nous sommes ici au 1500e mètre et on peut apercevoir au loin une lumière. C'est l'entrée ouest, côté Pointe-Noire, du tunnel. Derrière nous, il y a encore une bonne centaine de mètres en ligne droite. Et on peut conclure que jusqu'au 1600e mètre, le tunnel est droit. Après, il y a un petit virage et puis il y a 40 mètres, voilà, après le petit virage. Au 1610e mètre, il a été érigé une petite stèle. On peut la voir là. Des renseignements déçus et reçus, il semble qu'à cet endroit, à ce point-ci, une femme s'est perdue. On ne sait comment, miraculeusement. Elle était accompagnée de son chien, une dame blanche. Très certainement la femme d'un ingénieur ou d'un travailleur blanc du chemin de fer à l'époque de la construction. Voilà pourquoi cette petite stèle a été élevée ici. Monsieur Tsati Albert, vous êtes conducteur au chemin de fer Congo-Séyan à la retraite. Vous avez dû très certainement faire un millier de fois la ligne. Et il y a quelque chose qui nous intrigue, c'est qu'à l'entrée du tunnel Mbamba, sous le mont Mbamba, côté Les Bandas, il y a un petit monument. Nous avons réalisé un documentaire dans le tunnel sous le mont Mbamba et nous nous sommes renseignés sur ce petit monument. On nous a parlé d'une femme qui se serait perdue là avec son chien. Une femme qui est allée en balade avec son mari dans le tunnel et qui se serait perdue. Et il n'y a pas, disons, des écrits qui attestent cette disparition. Et c'est pour cela que nous avons recours à vous, vous qui avez fait la ligne plus d'un millier de fois. Peut-être avez-vous un brin de réponse à cette question? Oui, le brin de réponse que je peux porter, c'est que c'est une histoire qui nous avait été contée pendant que nous étions en formation à Pointe-Noire. Cette formation nous a révélé que
le chemin de fer a son histoire et que jusqu'aujourd'hui, certaines personnes ne connaissent pas. Le monument dont on fait état là, c'est un monument qui a été dressé pour mémoriser la disparition de tous ceux qui sont morts dans le tunnel. Bon. Y compris effectivement cette femme-là. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle s'est volatilisée comme ça? C'est un point d'interrogation. Parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Bon. C'est un chef de district qui habitait Mfouti, chef de district ferroviaire, qui habitait Mfouti. Il avait décidé de... District du chemin de fer. Du chemin de fer, voilà. C'est votre organisation. Voilà. Il a fait une ronde de travail avec sa femme et le pousseur qui leur servait de guide. Quand ils arrivent au tunnel, ils ont franchi le tunnel jusque de l'autre côté de l'Ebanda. Arrivé à 50 mètres, le mari s'est arrêté pour qu'il prenne ce qu'on appelle le cresson. Le cresson. Qui servent, on dirait, de salade. C'est un légume. Voilà. Maintenant, après qu'ils aient pris le cresson, c'est la femme qui dit « Ah, mais je voulais aller vérifier quelque chose que j'ai vu à quelques mètres là. » Son mari a dû dire que non, peut-être que ça n'intéresse qu'à elle. L'a laissé partir. Et elle descend du lorry avec le chien. Et les voilà qui vont... Le lorry, ce qu'on appelle Jeep Rail, là. Jeep Rail, voilà. Couramment. Les voilà qui vont franchir l'entrée du tunnel. Quand ils rentrent dans le tunnel, 10 mètres, 20 mètres, le mari ne les voyait plus. C'est dit que sûrement c'est peut-être à 30 mètres qu'ils vont trouver la chose en question. Mais là-bas, il fait sombre. Il n'y a pas de lumière. Bien sûr. Bon, ils ont attendu 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Voilà comment le mari va prendre peur et dit non, il faut repartir sur ce tunnel et voir à quel niveau ils sont. Quand ils vont reprendre la voie, ils vont sillonner doucement l'intérieur du tunnel jusqu'à sortir de l'autre côté de Mfouti. Ils n'ont trouvé aucune femme. Ils se sont dit... Pas de trace de vie. Pas de trace de vie. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est tombée dans un trou? Et il a demandé à leur guide, est-ce qu'il y a des trous aux abords de ce tunnel? Le guide a dit non, il n'y a pas de trous, il y a des caniveaux qui font circuler l'eau. Et ils ont fouillé ces caniveaux de fond en comble, juste d'un côté à l'autre. Mais ils n'ont pas trouvé la femme. Le mari, pris de peur, il a dit non, il y a quelque chose qui ne tient pas. Et le voilà reparti sur Mfouti. Quand il arrive en Mfouti, il annonce la nouvelle. Il dit non, voilà, ma femme est portée disparue dans le tunnel. Moi, je ne peux plus rester ici. Et bien sûr. Hein? Voilà comment il va poser sa démission. Choc, un coup. Il va poser sa démission au chemin de fer et il est rentré en France jusqu'aujourd'hui. Et cela est resté une histoire au niveau du chemin de fer parce que tous ceux qui viennent au chemin de fer doivent être au courant de cela parce que le tunnel, c'est le mystère du Mayombe. Le mystère du Mayombe, c'est le tunnel, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hein? Les éboulis, c'était là. Tout. Les morts, c'était là. Les morts, c'était là. Il semble que la terre partait du bas jusqu'en haut pour boucher le tunnel même. En tout cas, ce qui s'est passé dans ce tunnel, c'est des trucs que les gens n'ont pas compris. Parce qu'il y a des moments où, quand ils creusaient, ils ont creusé au moins sur 10 mètres. Demain matin, nous reviendrons pour refaire encore le travail. Quand ils reviennent, tout a été refait. C'est comme s'ils n'ont rien creusé. Tout est bouché. Tout est bouché. Le roc. Oh là là. Le roc. Ce qui s'est passé dans ce tunnel et dans le Mayombe surtout. Bien sûr. C'est toute une histoire. Merci. Le 1er mars 1932, 3 ans plus tard, après le début des travaux, la galerie était à son 410e mètre. Mais entre-temps, il y a eu des critiques acerbes concernant la condition de l'homme ici dans le Mayombe. Et le gouverneur général Antonetti était obligé de signer un avenant au grand contrat avec les Batignolles pour la mécanisation de la majorité des tâches. Il a pu obtenir la signature de cet avenant et à partir des années 30, le matériel commençait à quitter les ports européens.
Et en 1932, lorsque la voie de service, cette voie de 0,60, est arrivée ici au Mbamba, eh bien, on a pu acheminer ici des lourdes machines diesel. On a pu attaquer le tunnel avec ces machines-là, des machines pour la fourniture d'air comprimé qui étaient nécessaires au fonctionnement des perforatrices, et aussi les machines de ventilation, parce qu'il fallait ventiler la galerie. Cette ventilation qui a manqué au début. Les gens suffoquaient à l'intérieur ici. Une scierie a même été installée à côté de l'entrée, je vous montrerai, vers la stèle là-bas, pour la fourniture de bois de coffrage. Vous voyez ici par exemple, là, on voit que c'est du béton. Voilà, ce béton il fallait le soutenir. Et bien juste à côté là, on a monté une scierie. Il faut fournir du bois de coffrage. Voilà. Et concernant les déblais, au début nous avons dit que ces déblais, on les sortait à la haute. C'était les mains qu'ils faisaient, les mains des travailleurs. Et entre-temps, il y a eu 2 tracteurs de type Coppel avec des wagonnets. Ce que les ouvriers avaient à faire, c'était simplement de prendre ces déblais, les mettre dans les wagons, et les tracteurs qui fonctionnaient au pétrole tiraient ces déblais en dehors de la galerie. Et nous avons dit aussi que de l'autre côté, le versant du côté de Brazzaville avait été attaqué en 1931. La montagne en 1931 était désormais ouverte des 2 côtés. Et voilà, le 7 septembre 1933, les 2 équipes se sont rejointes là, et on a pu annoncer officiellement le percement du tunnel. Un tunnel qui a coûté la vie à plusieurs personnes, bien sûr, suite aux inondations, suite aux éboulements. Voilà, plusieurs personnes ont été ensevelies ici. Et nous avons parlé de ces 5 personnes ensevelies là, au 980e mètre, mais il y en a eu plusieurs dizaines, peut-être chiffré à des centaines. Le Mbamba nous a avalé de beaux mal. En 1932, les armes de la nouvelle technique avaient vaincu le Mbamba. Le sol s'est stabilisé, les eaux s'étaient assagies, bien sûr, et les flancs de la galerie ne tombaient plus d'éboulement. Les Batignolles et leurs travailleurs noirs avaient vaincu le Mbamba. Une grande victoire, bien sûr. Nous avons dit que cet endroit a été appelé le barrage. Et oui, c'en était un. Le barrage, nous venons d'arriver à l'entrée est, côté Brazzaville du tunnel. Il n'y a rien de particulier, sauf que dans ce petit ruisseau, créé par l'eau qui sort du tunnel, on voit du cresson. Et ce cresson avait été planté ici par un chef de district du chemin de fer, M. Anselmi. À l'origine, c'est M. Perrault, l'ingénieur qui a dirigé les travaux du tunnel sur le Mont Mbamba, qui avait planté ce cresson du côté, disons, sortie ouest, côté Pointe-Noire. Et un chef de district du chemin de fer, M. Maché, a planté ce cresson, disons, peut-être à 100 mètres de l'entrée ouest. Et il y avait du cresson sur plus d'1 kilomètre. Et c'est M. Anselmi qui a pris le cresson par là-bas et est venu le planter de ce côté, côté est. Oui. Voilà. Monsieur Ibrahim doit me demander
qu'est-ce que le chef d'expédition fait dans cette canalisation? C'est ça? Oui. Eh bien, je suis en train de chercher du diamant. Ah bon? Ah bien, bien sûr. Ah, vous êtes si content d'avoir. Mais non, M. Ibrahim. Je suis en train d'exécuter un geste noble, un geste très significatif. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, on est comme debout sur des braises ardentes. On court après le temps. Ben, on court après le temps. Ah oui. Mais bien sûr, il y a le stress qui nous cisaille, M. Ibrahim. À l'époque, non. C'est le temps qui courait après les hommes. Et quand on arrivait ici, par le train, eh bien, le conducteur arrêtait le train et sortait sa tête et disait « Ceux qui veulent boire de l'eau, descendez dans le ruisseau !» Et tout le monde venait ici, qui avec son gobelet, qui avec sa bouteille, qui avec sa gourde. Et on remplissait les gourdes, et voilà, on pouvait poursuivre la route. Et oui, je me souviens encore de ces... J'ai un souvenir pour ces conducteurs, les Malolo Malouettes, les Tati du Pontan, les Tati du Pex, ce que j'ai commis à d'Olivier, eh bien, ils l'ont fait. Ils nous ont fait ce plaisir de s'arrêter pour que nous puissions déguster une eau toute fraîche sortant des roches du tunnel. J'ai une question, M. Charles. Ouais, laquelle alors? On était dans le tunnel. Oui. J'ai vu comment c'est tellement sale, il y a longtemps qu'on a, Sale, oui, ben... on a entretenu. Oui. Est-ce que jusqu'aujourd'hui cette eau est toujours potable ou pas? Non, mais justement, vous l'avez dit. Vous l'avez dit que le tunnel est sale. Nous avons vu beaucoup de rouille. Hein. Voilà, il y avait de l'oxyde de fer. Et c'est sûr que cet oxyde s'infiltre. Vous voyez, il y a des filtrations dans la canalisation. Et à tous les coups. Et puis on a vu aussi des chauves-souris circuler dans cette canalisation. Très sûrement qu'il y a du pipi de chauve-souris. Il y a ici aussi de la rouille. Et je ne m'hasarderai pas à voir. Je serai très prudent. C'est vrai, je serai très prudent. Voilà. Voilà, monsieur Ibrahim, avant nous n'étions pas pressés. Ozali kaka na makolo mibale bamema koko na yo na bowumbu na masuwa ya mai ya Mungu.